Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai fait un titre un peu racoleur, les 10 mots interdits en SVT. Alors bon, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mots interdits, il y a vraiment des mots auxquels il faut faire attention. Il y en a qu'on éliminera quand même, un certain nombre, et je vais commencer par celui qu'on élimine tout le temps. Alors en SVT, il est interdit d'utiliser le mot la courbe. La courbe monte, la courbe descend, la courbe stagne, bon tout ça, c'est mauvais. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un concept de mathématiques et de physique, c'est-à-dire que si vous étudiez des variations de la courbe, ça c'est des maths. Mais nous, on n'étudie pas les aspects mathématiques, on étudie les aspects biologiques, le taux de dioxygène, le taux de CO2. Du coup, ça n'a aucun espèce d'intérêt pour un prof de SVT d'étudier la courbe. Donc on est d'accord, il faut impérativement s'intéresser aux phénomènes biologiques, le taux d'O2, le taux de CO2, la croissance des bactéries, etc., etc. Et surtout, on remplacera monte et descend par augmente et diminue, ce sera beaucoup plus rigoureux. Alors, il y a quelques exceptions, La première, c'est en première spé sur la vitesse initiale de la réaction enzymatique avec la tangente à la courbe, c'est la méthode des tangentes, mais là on fait un traitement mathématique de la courbe. Et donc, dès que les maths s'invitent en SVT, on utilise le langage mathématique. Donc là, tangente à la courbe, ça fonctionne. De la même manière, quand on va faire de la datation par la méthode uranium-plomb en terminal spé, eh bien là, on parlera de courbe concordia et de droite discordia, et là encore, on a un traitement mathématique, et donc, on utilise le langage mathématique. Il faut vraiment savoir quand l'utiliser. Donc vous voyez que, quand je dis interdit, oui, dans 99% des cas, mais il y a quand même déjà deux exemples qui nous permettent de dire que c'est pas formellement interdit. Alors après on a le évolue, varie, régule. Alors ça c'est surtout un problème de rigueur et de précision. Ici vous allez me dire, en 1870 la population de phalènes évolue. Oui, en 2000 aussi, mais alors évolue. Évolue comment ? Elle augmente, elle diminue, elle augmente très rapidement, graduellement, on ne sait pas. Et alors il y a un double sens aussi dans évolue, il faut faire attention, il y a des mots comme ça, il faut les manipuler avec précaution, parce que c'est aussi, les phalènes ont évolué au cours du temps, c'est-à-dire, elles ont changé en caractéristiques, il y a des mutations, il y a de la sélection naturelle, bref, il faut être précis en SVT. Alors toujours dans la précision, le taux. Alors ça, c'est interdit et pas interdit. En fait, il faut surtout savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Et pour ça, il faut savoir ce que ça veut dire. Le taux, ça veut dire la concentration, le pourcentage de. Alors par exemple, la glycémie augmente, c'est bien. La glycémie, c'est le taux de glucose. Mais vous comprenez bien que si je rajoute le taux de glycémie, ça va plus là. Là, c'est le taux du taux de glucose. Vous voulez pas en rajouter un petit troisième ? Par contre, des fois, on fait des raccourcis. L'O2 augmente. Ah non, l'O2 il augmente pas, c'est la concentration, le taux d'O2 qui augmente. Alors bien sûr que la compréhension globale n'est pas altérée quand vous dites l'O2 augmente, mais c'est imprécis, ça manque de rigueur. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que vous lirez dans vos bulletins certaines fois, mais c'est probablement sur ces points-là qu'il faut insister. Toujours dans la précision, on aperçoit, on va essayer, on va tenter. Bon, tout ça, vous êtes d'accord que c'est de l'imprécis, quoi. Si vous apercevez quelque chose dans les documents, on se dit, ouais, bon, d'accord, alors il l'a pas vraiment bien vu, on n'est pas sûr. Donc ça, cette approximation, ça va pas. Et puis on va essayer, on va tenter de résoudre le problème. Bah non, vous allez le faire, ayez confiance en vous. Alors on a aussi le on qui pose problème. Certains profs vont peut-être vous dire on est un couillon. Bon ouais non quand même, bon on a ce mot-là, il est utilisable. Bon le problème c'est que quand on rédige, quand on est à l'écrit, on a ce qu'on appelle un formalisme académique, c'est-à-dire que théoriquement, il faudrait utiliser des pronoms qui sont un peu académiques, c'est le je ou le nous. Alors moi, bon, je suis pas sectaire sur le on, en fait ce qui m'intéresse c'est plutôt la cohérence, c'est-à-dire que si vous commencez avec on, restez avec on sur toute votre copie, pas on, puis je, puis nous, puis on, puis je, bon, bref, il faut que ce soit tout le temps la même chose. Autre problème, si vous utilisez le nous, il est vraiment très très formel, et c'est sûr que si en face vous avez un vocabulaire qui est pas très précis, pas très élaboré, ça va faire bizarre, quoi. Et donc, parfois, je pense qu'il est meilleur pour un élève d'utiliser le on quand son vocabulaire n'est pas très étoffé. Alors, cinquième mot interdit, entre guillemets, là encore, bon, c'est un mot qui existe, alors on peut s'en servir, mais il trahit une erreur scientifique, car et bien.
Alors, je vais prendre un exemple avec le bactériophage est-il une cellule? On l'a en photo de microscopie électronique à gauche, et avec à côté une bactérie, avec son cytoplasme, sa membrane et la paroi. Alors bien sûr, quand on a le quart, ça pose problème. Pourquoi? Parce que ça pose un problème de démarche scientifique. La démarche, c'est l'enchaînement des idées, logiquement, pour prouver quelque chose. Et le problème, c'est que quand on utilise car, eh ben on donne la réponse, et après la justification. On va me dire, ouais, mais finalement, ça peut marcher. Oui, mais la plupart du temps, les élèves vont rater l'argumentation, parce qu'en fait, ils donnent d'abord la réponse, et ensuite, une justification qui est plus ou moins intéressante. Alors ici, ça fonctionne. Le bactériophage n'est pas une cellule, car il n'a pas de membrane ni de cytoplasme. Pourquoi pas? Sauf que la plupart du temps, quand je vois le car, derrière, il n'y a pas membrane et cytoplasme. Il y a car il n'a pas de noyau. Ah mince, ça marche pas par contre, parce que la bactérie non plus, et pourtant c'est une cellule. Et vous voyez que ce qui pose problème dans le car, c'est qu'entre les deux, il n'y a pas de je sais. Et donc si on voit que le bactériophage n'a ni membrane ni cytoplasme, on peut dire que ça, c'est les deux éléments qu'on doit avoir au minimum pour être une cellule. Donc, le bactériophage n'est pas une cellule. Et alors attention au on voit bien, le on voit bien c'est toujours un problème, pourquoi? Parce que en fait on voit bien mais ça devient une déduction. Vous voyez là, le on voit bien que le bactériophage n'est pas une cellule, c'est le je déduis que. Et là, il n'y a aucune argumentation, aucune justification. Donc car et bien sont éliminés la plupart du temps. Alors le pour, afin de, dans le but de. Alors ici on a, en réaction au braconnage, de plus en plus d'éléphants naissent sans défense. Donc en fait ils naissent sans défense pour se préserver du braconnage. Donc là il y a vraiment un pour qui est sous-tendu. Alors ça c'est assez mauvais, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait en évolution, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalisme. Toutes les forces évolutives, mutations, sélection naturelle et dérives génétiques, elles ont lieu au hasard. Et quand on pense l'inverse, c'est qu'on parle de déterminisme ou de finalisme, et c'est faux. C'est faux complètement, hein. C'est-à-dire que les éléphants naissent sans défense pour ne pas être tués par les braconniers, ça marche pas. Ils n'y ont pas pensé, ils n'y ont pas réfléchi. C'est compliqué parce qu'il faut remplacer par des mots un peu plus neutres, et donc il va falloir rajouter un permet de, évite de. Le problème c'est que ces mots sont pas assez forts pour vous permettre de bien casser cette erreur scientifique de finalisme. Donc certains éléphants naissent sans défense, ce qui leur évite de ne pas être tués par les braconniers, ce qui leur permet de ne pas être tués par les braconniers. Alors des fois même on peut aussi le retourner à l'inverse, hein. Les braconniers ne tuent pas les éléphants qui ne portent pas de défense. Comme ça, c'est pas actif, c'est-à-dire que le sujet n'est plus l'éléphant. Parce que quand on met les éléphants en sujet, on a forcément envie de le rendre actif. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui sera inversé et un peu plus juste. Alors bien sûr, quand je dis pour, afin de, c'est interdit, oui, mais on peut l'utiliser pour les autres phrases, hein, c'est-à-dire les scientifiques ont réalisé une expérience pour démontrer quelque chose, oui, là, vous pouvez y aller, hein, pas de problème. Alors il y a le fossile vivant, ou alors aussi une espèce plus évoluée, en particulier l'humain, bien sûr. Ça, c'est faux aussi. Un fossile vivant. Alors un fossile, c'est de la roche, hein. Donc déjà, fossile vivant, une roche vivante, moi j'ai du mal, hein. Je peux pas bien comprendre ça. Et un fossile, on est d'accord, hein, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de retrouver des objets beaucoup plus anciens. Donc fossile, c'est pas actuel. Donc il y a une double incohérence pour moi, à la fois dans l'objet et à la fois dans le temps. Alors bien sûr qu'après, il y a l'idée par exemple ici pour le sélacanthe, qu'on connaît des sélacantes fossiles très anciens et qu'on en connaît aujourd'hui. Oui, mais le sélacanthe fossile, c'est un fossile. Le sélacanthe actuel, ça n'est pas un fossile. C'est une espèce actuelle dont il existait des représentants il y a énormément de temps, mais on va quand même pas parler d'un fossile. Il est vivant, il bouge, c'est pas une roche. Et alors, espèce la plus évoluée, alors là aussi, si vous voulez, on pourrait imaginer que l'humain est l'espèce la plus évoluée sur Terre. Ah oui, parce que bon, on a un certain petit ego quand même, hein, on a envie de se placer très en haut du reste du monde. Bon, notre espèce, elle a 200 000 ans, hein, maximum. Les fourmis, elles, probablement, elles ont une histoire évolutive qui est bien supérieure, avec probablement plus de 100 millions d'années d'évolution. Donc c'est peut-être plutôt les fourmis qui sont les plus évoluées par rapport à l'humain, hein.
Donc on est d'accord, tout ça, ça veut dire que c'est des mots qu'il faut éviter. Alors fossile vivant, clairement, il est plutôt de l'ordre du sensationnel, quoi. Hein, voilà. Espèce la plus évoluée, c'est plutôt de l'ordre de l'erreur scientifique, donc ça c'est très dommage. Alors après il y a race aussi, alors là on est sur un mot qui est très tendancieux, très dangereux entre guillemets. Alors ce mot, vu qu'il est dangereux, faut l'éviter. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait il a un contenu sémantique qui est trop complexe et trop dangereux. C'est-à-dire que on peut utiliser une définition scientifique, mais aussi juridique, ou pourquoi pas politique, et on est d'accord, comme tous ceux qui vont lire ce mot ne seront pas sur le même contenu, ils vont pas prendre ce que vous écrivez de la même façon. Et en prime, en biologie, ce concept, il s'applique surtout à des populations qui ont été sélectionnées par l'humain, ou domestiquées en fait, les chiens, les chats, les vaches, etc. Voilà, donc vous pouvez parler d'une race de tomates, d'une race de chats, le chat angora, ok, pourquoi pas. Mais du coup, réappliquer ce concept au reste, ça va donner une mauvaise sensation parce que personne ne va le comprendre de la même manière. Et puis bien évidemment, il y a toute notre histoire terrible, notamment dans le XXe siècle, mais bien avant aussi, qui fait que ce mot-là, il est plus utilisable. Il a été usé jusqu'à la corde, il faut plus l'utiliser. Alors moi, je vous conseille de le remplacer par variété, ou aussi par population, pourquoi pas. Il existe diverses variétés de vaches, comme les charolaises, les montbéliardes, voilà, ça marche beaucoup mieux, c'est neutre, parce qu'en fait notre langage en science, il doit être non seulement rigoureux, mais aussi neutre, c'est-à-dire que si ça commence à polémiquer, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en termes de rédaction scientifique. Une phase claire et une phase sombre, ça aussi c'est des mots que je veux éliminer de votre langage. Alors pour autant, vous verrez sur internet énormément de ressources qui en parlent encore, c'est des vieux mots ça. Alors phase claire et phase sombre, c'est les deux phases de la photosynthèse, sauf que ça laisse sous-entendre que la phase claire se fait à la lumière et que la phase sombre se fait à l'obscurité. Bon, ça c'est pas possible, la photosynthèse elle se fait intégralement à la lumière. Alors certes, la phase photochimique va produire des composés intermédiaires ATP et NADPH+, qui vont permettre à la phase non photochimique, notamment cycle de Kelvin-Benson, de transformer le CO2 pour former du glucose. Ok, ça c'est juste, mais oui, si on apporte ATP et NADPH+, même en absence de lumière, on pourra faire cette deuxième phase. Mais dans la réalité, les deux sont systématiquement associés. Donc dire phase sombre, ça donne une idée tout à fait fausse de ce que peut être la photosynthèse. Donc phase photochimique, phase non photochimique ou à la rigueur thermochimique, ça c'est les bons mots. Et alors 10, alors celui-là il est faux, il n'existe pas. Synthétisation, voilà, ça n'existe pas. Je le vois tellement souvent que j'aimerais que vous l'éliminiez de votre langage. C'est la synthèse des protéines se fait grâce au ribosome, donc on n'a pas de synthétisation. Non, ça marche pas. Et alors celui-là on le vire, on l'élimine complètement. Alors voilà, si vous avez bien suivi, vous aurez compris que en prime de ça, je peux vous donner des grands conseils. Alors, virez tous les mots inutiles. Le document 1 nous montre que dans le document, vous venez déjà de faire une phrase sur le document 1 et vous rajoutez dans le document, on voit que, bon, ok, le en guise de conclusion, pour conclure, ça va beaucoup plus vite. Éliminer les mots parasites pour être plus clair et surtout gagner du temps. Alors aussi, confusion paramètres unité, les ppm augmentent. Oh là là, les ppm augmentent, les pourcents diminuent. Alors ça, non, il faut pas confondre l'unité, la concentration en CO2, j'en sais rien, et son unité. Pourcentage, partie par million, etc. Bon, sur votre compte en banque, c'est pas les euros qui augmentent, on est d'accord, c'est le solde de votre compte bancaire, en euros, en livres sterling, ce que vous voulez. Donc il faut remplacer par le paramètre étudié. Autre chose, le langage parlé, alors ça on élimine aussi, ça il faut vraiment éliminer, pareil, voilà, les plantes sont pareilles, elles ont des trucs, des machins, des choses, des bidules, tout ça c'est pas bon. On y voit que, bon, ça donne une très mauvaise image de votre copie, alors que pour autant ça peut être tout à fait judicieux ce que vous êtes en train de dire, mais dès qu'il va y avoir un mot qui est un peu du langage parlé, ça va poser problème.
Alors il y a aussi tout ce qui est journalistique, on l'a dit, notre écrit doit être rigoureux et il ne doit pas appeler à débat. Nous, on ne fait pas du journalisme, et donc tous ces mots-là, avec de l'emphase, de tout temps, l'homme s'est demandé ce qu'était un gène, au jour d'aujourd'hui, alors ça c'est un double pléonasme, voilà. Et éliminer aussi ce qui est de l'ordre du contenu sémantique qui peut être un peu différent. Vous voyez, par exemple, la création, ça fait presque plus référence à la Bible, quoi, à la Genèse. Alors pour autant, hein, c'est des mots qui sont très souvent utilisés, notamment sur le potentiel d'action, la genèse du potentiel d'action. Voilà, c'est un assez grand classique, mais finalement, c'est des choses qu'on devrait éliminer pour rendre notre écrit plus neutre. Alors, il y a l'emphase. Bon, l'emphase, alors là, ça c'est un problème, c'est qu'après vous allez faire du blabla. Des fois, j'ai envie d'écrire blabla sur la copie. La lumière est cruciale pour la photosynthèse, sans blague. Bon, la sélection naturelle a une importance énorme, hein, une grosse importance. Alors en plus, quand vous le faites avec grosse importance, ça sonne creux, ça apporte rien. Donc il faut plutôt focaliser sur des faits, des liens, des logiques, de la logique, de l'explication. La lumière est captée par les pigments chlorophylles, ce qui permet de réaliser la photosynthèse. Vous voyez, il n'y a pas de sensationnel, il n'y a pas d'emphase, mais ça fonctionne, c'est ce qu'il nous faut. Et puis alors aussi, ce qu'il faut impérativement éliminer, c'est les jugements de valeur. Alors ça c'est fabuleux, ça c'est catastrophique, la plante a des feuilles ridicules. Non, ridicule, ça veut dire qu'on pourrait s'en moquer. Non, elle a des petites feuilles crénelées, de taille réduite, plus la valeur. Voilà, des choses qui sont beaucoup plus neutres, encore une fois, et qui n'appellent pas à la polémique. Donc on est d'accord, pour terminer, ce que je peux dire, c'est que la qualité de votre rédaction scientifique, c'est de la précision, ce qu'on appelle la rigueur, quelque chose d'univoque, pas équivoque, donc pas d'ambiguïté, pas de doute, elle doit être aussi claire, c'est-à-dire qu'on a des phrases courtes, explicites, sans blabla, sans mots inutiles, elle doit être logique, ça doit être cohérent, on doit respecter la démarche, c'est pour ça qu'on n'utilisera pas car par exemple, et puis elle doit être neutre, objective, ne pas appeler à de la polémique. Avec ces 5 critères, vous serez certain d'avoir réalisé un écrit scientifique de qualité. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.